Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Suspension de la grève illimitée des magistrats au Tchad, déclenchée il y a 3 semaines pour protester contre l'insécurité dont ils font l'objet. Une décision loin de faire l'unanimité, mais qui a pour but de donner un délai d'1 mois au gouvernement pour satisfaire leurs revendications. Lancement du projet de codification postale en République du Congo, un système destiné à améliorer la qualité des services du secteur postal en facilitant l'acheminement, le tri et la distribution du courrier. Et une vaste campagne de lutte contre le choléra a été entamée le 8 avril au Cameroun. Une mesure en réponse à la multiplication du nombre de cas de malades qui fait craindre une épidémie à grande échelle dans les régions du littoral, du sud-ouest et du sud du pays. Mais tout d'abord, quelques 962 000 électeurs gambiens étaient appelés aux urnes ce samedi 9 avril pour élire 53 des 58 députés du Parlement, les 5 autres devant être nommés par le chef de l'État. Au total, 239 candidats étaient en lice. Rappelons que ces élections législatives surviennent 5 mois après la réélection du président Adama Barrow pour un mandat de 5 ans. L'une des tâches de la prochaine législature devrait être de voter une nouvelle constitution. Les résultats de ces élections sont attendus pour ce dimanche. Également dans l'actualité, au Niger, l'ancien ministre de l'Intérieur, Cissé Ousmane Ibrahim, a été récemment interpellé et placé en prison pour atteinte à la sûreté de l'État. En cause, son implication présumée dans la tentative de coup d'État déjouée du 31 mars 2021, soit 2 jours avant l'investiture de l'actuel président Mohamed Bazoum. Avant son arrestation, il était ambassadeur du Niger au Tchad. C'est aussi un proche parent du général Salou Djibo qui a renversé le président Mamadou Tandja en 2010. La grève entamée il y a 3 semaines par les magistrats au Tchad est suspendue jusqu'au 6 mai. Les syndicats ont décidé de faire une pause dans leur mouvement social entamé pour protester contre l'insécurité dont les magistrats font l'objet. Cette suspension intervient quelques jours après l'audience que le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, a accordée le 5 avril au leader des syndicats. Plus de détails avec Robert Tobogbe. Au nombre des conditions exigées pour un retour à la normale de la magistrature au Tchad, l'on compte des armes de poing pour une protection des magistrats, jusqu'ici pas encore mises à leur disposition, tout comme l'augmentation de leur salaire. Les juges, très en colère, plaident pour le maintien du mot d'ordre de grève. Pour le président du syndicat des magistrats du Tchad, il faut donner du temps au gouvernement pour tenir ses engagements. Nous avons décidé de suspendre la grève pour un délai d'1 mois pour donner la possibilité au gouvernement de concrétiser les instructions fermes données par le chef de l'État. En attendant, la grève est suspendue jusqu'au 6 mai 2022. Tous les magistrats se plieront à la reprise de leurs activités. Mais d'ici là, de nombreux juges qui n'acceptent pas la suspension de leur mouvement sans aucune contrepartie remettent en question la légitimité des directions de leurs syndicats respectifs. Nous sommes dans une lutte syndicale et en la matière, lorsque des perspectives s'offrent, il faut donner aux partenaires un délai raisonnable pour la concrétisation de nos points de revendication. La plupart des magistrats très remontés ont plaidé pour que la grève soit prolongée. Depuis 3 semaines, pas un seul militaire parmi ceux qui ont agressé des magistrats n'a été interpellé. Si d'ici 1 mois rien ne s'améliore, les magistrats comptent rentrer en grève à nouveau. Dans le reste de l'actualité, pour faire face à la situation sécuritaire qui se détériore dans le Sahel, le couvre-feu instauré dans le cadre de la lutte contre le terrorisme a été prorogé pour une durée de 45 jours à compter de ce dimanche 10 avril au nord-est du Burkina Faso.
Une mesure qui intervient au lendemain d'une nouvelle attaque qui a ôté la vie à 12 soldats et 4 volontaires, selon le communiqué publié par le gouverneur de la région du Sahel. Les heures du couvre-feu s'étendront de minuit ou 22 heures pour certaines villes à 4 heures du matin dans plusieurs communes de la région. Pour le reste, le couvre-feu s'étendra de 19 heures à 5 heures du matin. Rappelons que l'état d'urgence est actuellement décrété dans 14 des 45 provinces que compte le Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Simplifier l'identification des destinataires dans une population grandissante, c'est le but du projet de codification postale lancé le 6 avril à Brazzaville, en République du Congo. Ce nouveau système devra également participer à l'essor du secteur postal, présenté comme l'un des piliers de la stratégie de diversification de l'économie du pays. Reportage de notre correspondant Eva Panzou. Une bonne partie de la population congolaise n'a pas accès aux services postaux offerts par les bureaux de poste les plus proches. La situation rend difficile l'acheminement, le tri et la distribution du courrier, avec une concentration des envois autour de la capitale Brazzaville. Le système d'adressage et de codification postale que veut mettre en place l'Agence de régulation des postes et communications électroniques contribuerait non seulement à améliorer efficacement la qualité des services postaux, mais aussi à faciliter les activités économiques. Avec l'augmentation rapide de la démographie, notamment dans nos principales villes, où le facteur n'a plus la possibilité de connaître individuellement chaque destinataire du courrier, la codification postale est un découpage postal visant à simplifier l'identification des destinataires et des destinations, comme cela nous a été si brillamment présenté. En effet, le code postal est un ensemble court de chiffres ou de lettres inclus dans l'adresse postale. La République du Congo compte 39 bureaux de l'opérateur postal public, la Société des postes et de l'épargne du Congo, et 53 agences d'opérateurs privés qui sont des acteurs clés du succès de la codification. Quoique le code postal a principalement pour objet de faciliter le tri et l'acheminement du courrier et des colis, ainsi que d'autres types de livraisons, il représente une des conditions sine qua non à la promotion du e-commerce que nous souhaitons développer dans notre pays. La République du Congo fait partie des 60 pays n'ayant pas encore implémenté le système de codification postale. Notons que ce projet, initié par l'autorité de régulation, devrait participer à l'essor de ce secteur et contribuer à la diversification de l'économie congolaise. 4 milliards de dollars, c'est le montant de la ligne de crédit que la Banque africaine d'import-export Afreximbank a décidé de concéder aux pays africains frappés de plein fouet par les conséquences du conflit entre la Russie et l'Ukraine qui a débuté le 24 février dernier. Il faut rappeler que rien qu'en 2020, les importations des produits agricoles en provenance de Russie et de l'Ukraine vers l'Afrique se sont respectivement élevées à 4 milliards et 2,9 milliards de dollars. Plus de détails avec Joël Ballot. Fortement affectée par le conflit russo-ukrainien, l'Afrique se voit dotée d'une ligne de crédit de 4 milliards de dollars d'Afreximbank. Coordonnée par le Ukraine Crisis Trade Financing Program for Africa, l'objectif de ce fonds est de permettre aux pays africains, importateurs de céréales et de produits pétroliers, d'amortir le choc sur les prix qu'occasionne le conflit entre la Russie et l'Ukraine du fait des ruptures d'approvisionnement. Je suis ravi que notre conseil d'administration ait approuvé l'introduction de l'UCAFPA, démontrant une fois de plus sa réactivité aux besoins des États membres africains et de leurs citoyens. Cette initiative contribuera grandement à éviter l'anxiété et les troubles sociaux qui pourraient découler des pénuries alimentaires imminentes et des coûts élevés des engrais et des produits pétroliers. Afreximbank propose des solutions de financement adaptées aux défis spécifiques auxquels sont confrontés les pays africains. Cependant, les besoins exprimés par les gouvernements africains atteignent déjà les 15 milliards de dollars, loin du fonds approuvé par la Banque africaine d'import-export.
70% des terres arables qui existent à travers le monde sont en Afrique. Donc il faudra une volonté politique au niveau continental, au niveau des États et puis au niveau de l'Union africaine pour que l'Afrique, plus que jamais, puisse compter sur ses propres forces, sur ses propres ressources agricoles, minières et puis énergétiques. Pour renforcer la sécurité alimentaire en termes de consommation de blé, plusieurs pays africains ont opté pour la valorisation des produits locaux. Aussi, manioc, plantain, blé sont transformés en farine. Certes, les prix sont plus élevés, mais cela représente une alternative intéressante pour faire face au choc sur les importations de céréales. Le nombre de cas de choléra n'a cessé d'augmenter ces dernières semaines au Cameroun, portant à plus de 4000 le nombre de malades souffrant de cette pathologie, avec 105 décès. Pour freiner l'avancée de la maladie, les autorités ont lancé le 8 avril une campagne de 5 jours de lutte contre le choléra dans les régions du littoral, du sud-ouest et du sud du pays. Les précisions de Séverin Gildas Ndouke. Une campagne de vaccination contre le choléra a été initiée vendredi 8 avril 2022 dans les régions du littoral, du sud et du sud-ouest Cameroun, où sévit une épidémie de choléra depuis octobre 2021. Une opération gratuite qui cible 11 districts de santé des 3 régions concernées. La mesure de faire vacciner les populations des régions atteintes par le choléra est une mesure à apprécier et très louable. Vraiment, je félicite le gouvernement camerounais d'avoir pris cette initiative, sachant que le choléra actuellement est en train de faire beaucoup de ravages et beaucoup de catastrophes dans ce pays. Il n'y a pas que la prévention avec le vaccin, mais il faudra aussi que des autres mesures telles que l'assainissement, l'apport en eau potable, qui est très préjudiciable pour que cette maladie, cette épidémie puisse s'arrêter complètement. L'opération qui consistera à faire ingérer le vaccin Uvicol à plus de 842 000 personnes aura pour but de limiter la propagation de l'épidémie, mais également de renforcer l'immunité des enfants âgés d'1 an et plus et celle des femmes enceintes dans les localités visées. La restriction de la vaccination aux zones touchées par la crise ne garantit pas 100% la limitation de la propagation de l'épidémie aux autres régions du pays. La population devrait comprendre elle-même que laver les mains avant de manger, utiliser de l'eau potable est important pour limiter d'abord cette épidémie. Il y a des voyages interurbains. Les voyages interurbains, qu'on le veuille ou non, feront en sorte qu'on se retrouve en train d'avoir une communication de l'épidémie d'un côté à l'autre. Des mesures qui viennent s'ajouter à celles déjà mises sur pied par les autorités sanitaires, notamment l'activation du système de riposte tant au niveau national que régional. Au 5 avril 2022, les autorités camerounaises faisaient état d'un bilan de plus de 4700 cas notifiés dans les régions touchées par l'épidémie, avec un total de 105 décès enregistrés. La restitution d'objets d'art africains se poursuit après le processus entamé par la France envers le Bénin ou encore le Royaume-Uni envers le Nigeria. Ce sont les États-Unis qui ont restitué le 30 mars dernier 9 artefacts à la Libye, un sujet de Graziella Tchakounté et Kamesh Katapoulé. Une œuvre pillée devient muette. Le gouvernement américain en a pris conscience et a décidé fin mars de restituer à la Libye quelques-uns de ses trésors anciens. On y retrouve des têtes funéraires, des bustes en marbre de la Grèce antique, mais aussi des urnes et des poteries. 9 artefacts au total, désormais exposés au Musée national de Tripoli. Toutes ces antiquités sont venues à cause de fouilles aléatoires et ont été retirées de Libye de manière illégale. Elles n'ont pas été volées dans des musées ou des entrepôts libyens, car elles n'ont jamais été enregistrées chez nous. Le chaos qui suivit la chute du régime Kadhafi a en effet facilité la tâche des pilleurs qui ont excavé et expédié illégalement de nombreux joyaux vers les États-Unis. Il faut dire que les vestiges préhistoriques de la Rome de l'Afrique s'arrachent depuis quelques années à prix d'or sur le marché parallèle des objets d'art. La restitution à la Libye de ces quelques biens historiques est le résultat de plusieurs mois d'enquête et de tractations. Nous sommes très fiers d'avoir travaillé avec les autorités libyennes pour le retour de ces antiquités culturelles vraiment importantes. Le processus de retour est incroyablement complexe. Cela nécessite un partenariat massif,
Dans le cas présent, il y a eu un partenariat avec les autorités américaines. Le bureau de Manhattan a été impliqué dans une enquête criminelle qui a révélé l'existence de ces œuvres particulières et il y a eu une coopération du côté américain avec le consulat libyen à Washington. Comme vous pouvez le constater, de nombreux acteurs sont nécessaires, mais lorsque nous travaillons ensemble, nous sommes en mesure d'obtenir des résultats comme celui-ci. Un premier succès, oui, mais beaucoup reste à faire. Les vestiges archéologiques libyens pillés par des terroristes et par des groupes criminels organisés se comptent par dizaines. Des accords portant sur leur protection et leur restitution ont été ratifiés et se concrétisent peu à peu. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.